Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plaisir immense de vous retrouver pour une production toute particulière. Celle-là, une fois de plus, actualité oblige, dédiée à la présidentielle. On va justement revenir sur les projets de société avec justement les communicants et les représentants justement de formations politiques en lice. Et pour ce qui est de la thématique qui va nous interpeller, on va parler justement du projet des acteurs politiques en lice pour la présidentielle. Projet inhérent à la diaspora. Quelle offre pour la diaspora alors que l'on sait justement que celle-ci voudrait avoir son avis à donner pour justement ce qui est des orientations politiques de notre pays, le Cameroun. Elle veut que son mot compte, qu'elle ait des choses à dire, que ses propositions soient écoutées par les candidats. Ensemble donc et en compagnie de ceux-là qui portent la voix de ces candidats-là, on va justement revenir sur les propositions et les offres inhérentes à la diaspora alors que l'on sait que l'on s'avance inexorablement vers le 12 octobre. 12 octobre, date à laquelle justement les Camerounais, les électeurs auront la lourde responsabilité de choisir celui-là qui aura la responsabilité, je me reprends, de présider aux destinées de notre pays pour les 7 prochaines années. Et pour ce qui est de ceux déjà en plateau, avec nous, le RDPC est véritablement bien représenté puisque Madame Véronique Leman-Fouda est parmi nous. Elle est communicante, représentante RDPC. Elle a la particularité justement qu'elle est une de celles qui réside en diaspora. Elle est parmi nous. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Stéphane Baga. Je dis bonsoir à mes copanélistes. Je dis bonsoir à toute la population camerounaise, aux militantes et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, du triangle national et de la diaspora que je représente. Alors, je l'ai dit, vous êtes dans la commission nationale de campagne RDPC. La commission de communication, voyez mon badge. Alors, comment est-ce que vous vous retrouvez dans cette commission-là, puisque vous êtes en diaspora, Mais parce que je suis militante du RDPC depuis 33 ans et qu'en 2018, j'ai été la communicante principale à la section France Nord et qu'à un moment, il faut se retrouver dans des instances centrales pour le RDPC séparer des meilleurs atouts pour cette campagne 2025. Donc, je me retrouve là parce que, au bout d'un moment, l'expérience, la force de l'expérience, vous vous retrouvez là où, dans un bon endroit, au bon moment. Merci Madame Leman-Fouda pour la présence en ces lieux. L'UNDP aussi aura son mot à dire quant à l'offre inhérente à la diaspora. Léonide Foum est parmi nous. Il est cadre justement de cette formation politique. Bonsoir et bienvenue. Merci Stéphane de l'amitié que tu me fais une fois de plus de m'inviter sur ton panel ô combien prestigieux. Je veux saluer les téléspectateurs qui, nombreux certainement, nous suivent en cette soirée. Je salue également les Camerounais d'ici, comme surtout ceux de la diaspora qui ont hâte de savoir ce que le candidat Bello Bouba leur propose ce soir. Alors je finis par les militants et sympathisants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, sans oublier notre président national qui est en pèlerinage pèlerinage. Merci pour la précision. Au niveau du Grand Nord, oui. l'extrême Nord notamment, avec ceci que le meeting, le giga meeting de l'UNDP qui était prévu de ce côté-là a dû être ajourné parce que justement les autorités administratives font des siennes et ne nous permettent pas de nous exprimer comme cela se doit. Je vais ici reprendre une grande interrogation faite par Maître Akere Mouna. Mais de quoi ont-elles peur? De quoi ont-elles vraiment peur? Donc, on devrait pouvoir, en démocratie, laisser les acteurs s'ébrouer dans ce champ, oui, de manière à permettre aux Camerounais de faire le choix le mieux à même de porter leurs aspirations. Voilà. Merci Léonide Nfoum pour justement ces nouvelles du candidat Bello Bouba Maïgari qui justement, pour reprendre votre expression, est en pèlerinage politique du côté du Nord. Le FSNC lui aussi sera représenté sur ce plateau. Le porte-parole justement de cette formation politique est parmi nous, le docteur Jean-Moïse Mbok. Bonsoir docteur. Good evening, Stefan. Good evening, dear televiewers.
Good evening, my co-discutant. And you know, my pleasure is so high this evening just because my boss is just leaving Bamenda now. We had a huge meeting there. People were so available, willing to listen to what we are proposing. Oui. And it was a great pleasure. The way we were welcomed, the way people stood with us, and we appreciate that. So I want to say thank you with that language to appreciate what they are doing. Actuellement, notre candidat est donc en chemin pour le sud-ouest parce qu'il a promis de visiter le Cameroun dans la globalité, parce que gouverner, c'est justement anticiper, c'est prévoir, c'est prendre toutes les mesures, le pouls et la température de ce qui se passe sur le terrain. J'ai donc envie de saluer tous les camarades qui l'accompagnent, tous les camarades des différentes sections finalement dans tout le pays aujourd'hui. On est chaque jour agréablement surpris d'avoir des bases qui se mettent en branle et en place. Et je voudrais saluer l'équipe de campagne qui travaille jour et nuit. Vous avez remarqué que nos équipes de communicants s'étoffent aussi. Et nous ne pouvons que dire merci à toutes ces personnes qui donnent une main d'association assez responsable à l'activité qui est menée dans ce qu'on appelle aujourd'hui le tsunami jaune, Issa Tiroma Bakari, parce que c'est le bulletin jaune. Voilà, merci Président. Et je voudrais lui dire merci ici à Mondo Vision d'avoir choisi ma modeste personne pour être le porte-parole d'une sommité de cette envergure en termes de politique. Aujourd'hui, quand je passe dans la rue, les gens m'appellent camarade, grand camarade. J'aimerais donc dire merci au véritable grand camarade du Front pour le Salut National, le président Issa Tiroma Bakari. Thank you, Doctor. It is a pleasure for me, for us, to have you in this opportunity to speak about the diaspora. We go to begin with Madame Lehmann. Alors, Madame Lehmann, on sait justement, et vous l'avez dit, que vous êtes membre active de la diaspora, que vous y résidez en France, pour ne pas dévoiler un secret, et que justement, vous avez eu, de par vos activités dans le RDPC, justement, apporté de la voix de cette entité-là. Aujourd'hui que nous sommes à pratiquement 8 jours du jour fatidique, je parle là du 12, qu'est-ce que le président candidat Paul Biya prévoit pour ses compatriotes de la diaspora? Le président Paul Biya, qui est pionnier dans toutes les politiques en direction de la diaspora, propose une chose, une nouvelle citoyenneté camerounaise, avec des sous-partis. C'est notre profession de foi, c'est le volet numéro 11, puisqu'il y en a 11. La diaspora, il considère la diaspora comme la 11e région, la plus symbolique pour lui en termes d'enjeux économiques, en termes d'image, en termes de participation au développement du Cameroun. Il propose une chose, une nouvelle citoyenneté camerounaise. C'est quoi une nouvelle citoyenneté? C'est qu'on a un débat aujourd'hui autour de la citoyenneté, le droit de sang, le droit de sol, il faut être dans le triangle national ou pas. Et le président Paul Biya veut faire cette nouvelle citoyenneté avec des Camerounais et des Camerounaises, comme il précise, bien formés, bien éduqués, disciplinés, qui ont un amour profond pour le Cameroun. J'insiste sur ces termes, un amour profond. Voyez-vous, on peut tout reprocher au président Paul Biya aujourd'hui. Quand je regarde mes partenaires en face, nos anciens partenaires, voyez que le lapsus est tellement révélateur qu'ils sont devenus aujourd'hui des candidats. On comprend qu'il est pionnier et qu'il a mis en place des dispositions, un contexte qui fait qu'on peut être du partenaire du RDPC et un jour être candidat. Donc, cet homme qui a tout donné à la diaspora, qui, le 8 août, le décret du 8 août 2011, a donné un droit de vote et même la possibilité de voter et aux élections présidentielles et au référendum aux Camerounais de la diaspora, qui va poursuivre à travers cette nouvelle citoyenneté avec des Camerounais qui aiment leur pays profondément. Parce qu'une chose est de dire qu'on aime son pays quand on a des avantages, quand on a des titres. Et une chose est d'avoir un amour profond. Voyez-vous, moi qui suis sur ce plateau, je suis la typologie des Camerounais qui ont l'amour profond. Parce que c'est pas déjà simple Comment de vivre. Cet amour? Non, cet amour, c'est qu'on prend des avions, on vient
travailler pour notre pays. Quelquefois, on a une autre vie de l'autre côté et on prend du temps, on prend de son énergie, parfois de ses ressources, parfois c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de l'amour profond, vraiment pour que ce pays se développe. Vous savez, c'est déjà pas simple de vivre dans un pays. Quand vous avez des interactions entre deux pays, Monsieur Stéphane Barga, je peux vous dire qu'il faut avoir un amour profond pour évoluer entre deux pays. Et j'insiste vraiment sur ces qualificatifs, ces valeurs qu'il a données. Bien formé, Oui. bien éduqué, discipliné et ayant envie de construire le Cameroun. Parce qu'on a besoin de ces valeurs aujourd'hui, la discipline, la bonne formation pour le Cameroun, parce que vraiment, quand vous regardez le contexte, je pense que ces mots ont été pensés par cet homme de grandeur et cet homme d'expérience et d'espérance, comme dit son slogan. Merci, Madame Leman. On va constater ensemble que vos 4 premières minutes ont été utilisées pour faire justement l'apologie de cette offre sur la citoyenneté qui est celle d'une nouvelle citoyenneté. Il faut être précis sur le mot, qui est celle de votre candidat. Monsieur Léonide Nfoum, vous avez 4 minutes aussi pour justement nous présenter tout d'abord la vision du président Belobouba Maïgari sur la diaspora et peut-être plus tard dans le déroulé, vous aurez à présenter l'offre du président. Je parle du contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui avec la diaspora. Vous savez, dans les années 70, lorsque nous accédions aux indépendances, les premiers Camerounais qui sont allés du côté de l'Occident, pour la plupart boursiers de notre État, avaient hâte de revenir dans ce pays. Parce que justement, ce pays était pour eux une terre de promesses et de réalisations. Oui. Il était très courant de voir des gens aller faire leurs études à l'extérieur, revenir dans leur pays, et ils avaient une certaine envie, une certaine gourmandise de venir vivre ici, puisque les conditions de rémunération étaient intéressantes pour eux. L'insertion socio-professionnelle était quasiment garantie. La capacité à se promouvoir socialement aussi existait. Donc, vous avez une première phase dans la constitution de la diaspora camerounaise qui était effectivement une diaspora de fierté et qui faisait aussi la fierté du Cameroun. C'est ces gens qui sont devenus de grands professeurs d'université, Oui. des professeurs de lycée, des médecins, et qui ont écumé la haute administration. Donc, à partir des années 80, la deuxième moitié des années 80, avec la récession économique que nos pays ont connue, vous avez eu une deuxième vague de Camerounais qui se sont déversés à l'extérieur. Et cette deuxième vague a essentiellement quitté le Cameroun pour des raisons économiques. Et quand je dis économique, Madame parlait tout à l'heure d'aimer profondément son pays. Bon, elle nous donnera la jauge avec laquelle... Non, vous n'êtes pas là pour revenir sur ce que Madame a dit. Présentez la vision qui est celle de votre candidat. Madame Leman présente la vision de son candidat. Oui, mais on est quand même dans un plateau. Oui. Ce n'est pas des monologues, ou alors vous nous invitez seuls. Donc, bon, je continue en disant que cette deuxième vague s'est expatriée essentiellement pour des raisons économiques. Et vous savez la difficulté que ces Camerounais ont eu à rallier ces coins, ces points lointains de notre territoire. Et la principale difficulté était laquelle? C'est que, n'est-ce pas, touchés par la récession économique, ils y sont allés pour beaucoup en traversant le désert et des océans. Et pour s'en sortir, ils ont dû renoncer à leur nationalité pour prendre les nationalités des pays d'accueil. Ils ne l'ont pas fait parce que fondamentalement, ils détestaient le pays, mais c'était leur façon à eux de chercher à s'en sortir. Et donc, beaucoup de Camerounais se retrouvent aujourd'hui appartenant à cette diaspora qui ont une nationalité autre que la nationalité camerounaise pour des besoins de nécessité.
Et c'est cette diaspora-là qui est le véritable point d'achoppement comment dire ça, en termes de cohésion nationale, et qui veut revenir aujourd'hui, elle qui a acquis de fortes compétences de ce côté-là, et qui veut venir, n'est-ce pas, investir dans notre pays, dans un environnement qui, pour ceux-mêmes qui sont restés au pays, est vraiment difficile. Merci. Donc voilà à peu près ramassé le contexte, oui, voilà, de cette diaspora-là, et nous allons tout à l'heure essayer d'épiloguer sur les solutions. Merci, Monsieur Leonido Foum, pour le respect des 4 minutes accordées. Jean-Moïse Mbok, alors on va faire un exercice similaire, état des lieux. Quelle est la vision actuelle pour le président Chiroma quant à la situation de la diaspora qui n'en finit plus de hurler sa soif d'être acteur ou actrice dans le développement du pays, qui veut justement compter, qui veut exister, qui veut proposer. Quelle est d'abord la vision du président Chiroma sur cette diaspora-là? Alors, il faut déjà dire que ce qui a impulsé la mise sur pied des 6 chantiers du FSNC avant le projet de société, c'était justement cette sollicitation de la diaspora de pouvoir faire partie des débats. Et nous avons pris la peine de rappeler ici que quand nous parlons de ces chantiers, c'est prioritairement le dialogue en interne, incluant la diaspora, pour résoudre les différentes crises que nous connaissons, que ce soit dans la zone anglophone, l'extrême nord, une partie de l'Est. Les crises communautaires également doivent être résolues. Dans ce dialogue, on associe la diaspora. Le deuxième volet, c'est donc les réformes. Et dans les réformes, on a les réformes politiques, institutionnelles, l'audit de l'État et la forme de l'État, si vous voulez, de manière simple. Maintenant, à côté de cela, il y a le volet entrepreneuriat, business, les affaires dans la globalité, l'éducation, la santé et ainsi de suite. Dans ces différentes réformes, la diaspora a une place de choix parce qu'au FSNC, nous avons 2 types de diaspora. Oui. On a la DE, qui est la diaspora experte, parce que nous avons beaucoup de nos compatriotes de la diaspora qui sont des médecins, qui sont des ingénieurs, qui sont. Donc, ils ont une expertise précise. Et vous avez la deuxième catégorie qui est la DTC, la diaspora tout court. Donc, tous ceux qui sont nos frères, qu'ils aient une qualification précise ou pas, tous sont invités dans la dynamique de la refondation de la nation. Maintenant, de manière plus précise, ce que nous leur offrons, c'est déjà un retour, mais un retour pensé, un retour intelligent dans les réformes qui sont mises sur pied. Nous souhaitons que la diaspora s'implique dans les réformes de la santé. Oui. Nous souhaitons que la diaspora s'implique dans les réformes de l'éducation, dans les réformes de l'industrialisation. Parce que vous savez, la Chine ne s'est pas développée au hasard, c'est cette diaspora qui est partie faire le travail. Et on peut citer d'autres pays comme l'Inde et les autres qui sont allés se développer en apprenant des autres. Donc nous voulons que nos frères qui sont de la diaspora comme madame puissent revenir chez nous avec une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est que leurs qualités et leurs capacités peuvent être implémentées directement pour le bien-être des Camerounais. Puisque au point où nous nous trouvons aujourd'hui, les jeunes veulent de l'emploi. On ne va plus commencer à tâtonner, il faut prendre des gens qui ont déjà une expertise avérée. L'expertise avérée devient donc un canevas, un moyen de nous amener à accomplir le projet de société. Au FSNC, donc, la diaspora a un retour qui est pensé, qui est organisé. Le deuxième volet, la diaspora aura donc accès au fonds spécial qui va être créé, parce qu'il y a un fonds spécial qui va être créé pour les jeunes qui sont déjà en activité, oui, ou qu'une start-up porteuse d'avenir. Il y a un financement qui va être mis sur pied, c'est pratiquement 10 milliards par région pour un premier temps, le temps de voir comment ça va évoluer. La diaspora donc aura sa part dans ce fonds. Et à côté de ce fonds, ce que nous avons également pensé pour la diaspora, c'est que la diaspora est également une force économique et diplomatique. Nous souhaitons utiliser sur site la diaspora camerounaise comme des éléments de négociation, d'échange, de collaboration et de mise en relation entre les entreprises de l'étranger et de chez nous. Donc alors, finalement, ils seront des auxiliaires de nos diplomaties, si vous voulez. Merci pour les 4 minutes déjà épuisées. Oui, on va 4 minutes par intervention. On va se tourner vers Madame Leman Fouda. Alors, aujourd'hui que la diaspora camerounaise veut véritablement exister à travers son offre et sa vision en termes de
politique générale, en termes d'orientation sur l'avenir du pays. Est-ce que le candidat que vous représentez sur ce plateau a des solutions, a des offres précises? Par exemple, sur la question de l'investissement, quelle est l'offre du président candidat Paul Biya sur l'investissement? Comment est-ce que le RDPC compte justement opérationnaliser cette envie de la diaspora du Cameroun d'être investisseur au pays? Est-ce qu'il y a des ponts ou alors des parallèles qui seront mis en place pour que justement ceux-là qui veulent revenir investir au Cameroun, qui sont membres de la diaspora comme vous, puissent se retrouver et puissent avoir leur mot à dire en termes d'investissement dans l'économie camerounaise? Monsieur Stéphane Barga, avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler ici qu'il y a un ministère des Relations extérieures où il y a une direction des Camerounais de l'étranger qui fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours et qui s'occupe déjà des questions de la diaspora qui veut venir investir, que ce soit des dispositifs particuliers pour des jeunes ou des dispositifs qui collent avec des projets immobiliers ou des créations d'entreprises. Ça, c'est déjà en fait. Maintenant, nous sommes en campagne électorale. Oui. Les promesses sont de gré aujourd'hui. Moi, je vais commencer par vous donner des valeurs. C'est sur la base de cette expérience que le président Paul Biya a avec la diaspora. Vous savez, il a rappelé, le représentant de l'UNDP, un petit peu les temps d'évolution de la diaspora. On va dire, années 50, années 70, c'était la diaspora conflictuelle, politique, qui partait parce que la majorité était des UPCistes. 70, 90, on va dire que c'est une nouvelle forme de diaspora avec des personnes qui partaient pour faire des études, qui revenaient, qui étaient intégrées au Cameroun. 90, à nos jours, nous avons des nouvelles formes de diaspora, des diasporas économiques et des diasporas investisseurs et des diasporas politiques, qui ont des revendications avec un nouveau concept qu'on peut appeler l'option diaspora, qui est que les administrations publiques, notamment la camerounaise, s'est rendu compte que les fonds qui sont envoyés par la diaspora, qui participent à l'épanouissement familial, peuvent être utilisés dans le PIB. Et c'est pour ça que, avant d'utiliser ces fonds, le président Paul Biya pose des postulats, une diaspora bien formée, bien équipée, qui a des valeurs, qui aime la paix, qui aime la rigueur, parce qu'on peut toujours utiliser l'argent des investissements, mais si c'est pour la guerre, si c'est pour financer des armes, nous on dit non. Le président Paul Biya, dans la profession de foi numéro 11, comme je vous disais, veut des Camerounais qui tiennent à la paix, à la rigueur, qui sont pas tribalistes, qui veulent intégrer toutes les différentes communautés et qui ont l'amour profond. J'insiste sur l'amour profond du pays, parce qu'on peut toujours tout faire, mais si on n'aime pas son pays, je dis profondément, des valeurs comme la paix, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le président Paul Biya ayant mis toutes ces choses en place, veut qu'on insiste sur des valeurs. Vous savez, on a aujourd'hui une partie de la diaspora qui revendique des choses, celles qu'on voit le plus, mais je vous assure que nous avons besoin d'abord de parler ensemble, de créer des ponts de dialogue et de redéfinir la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est qu'être Camerounais ensemble? Qu'est-ce que c'est que la fraternité pour aller ensemble et investir? Vous pouvez faire tous les investissements que si vous voulez. Si vous n'avez pas la paix, si vous tapez les uns sur les autres, je vous assure que ça ne marchera pas. Merci Madame Leman Fouda pour justement les 3 minutes utilisées. Alors Lionel Foum, moi je vais vous donner l'opportunité de prendre 5 minutes pour justement revenir sur un aspect qui est inhérent même à la vie de la diaspora, puisqu'il est clair qu'elle contribue justement à l'épanouissement au sein des familles. Comment est-ce qu'on fait pour plus ou moins officialiser cette démarche qui est informelle? On a une diaspora qui, nous étions en période de rentrée il y a quelque temps, qui paye des pensions, qui envoie des enfants à l'école dans les familles, qui s'occupe parfois de trouver des bourses. Comment est-ce qu'on officialise, qu'on opérationnalise ce postulat de la diaspora qui veut justement contribuer à l'épanouissement lorsqu'on est dans l'UNDP et lorsqu'on s'appelle Bello Bouba Maïgari? Oui, il y a comme une véritable hypocrisie. D'une part, vous avez des pouvoirs publics qui clament qu'ils voudraient intégrer la diaspora, mais d'un autre côté, ces mêmes pouvoirs publics refusent
à cette diaspora-là de pouvoir effectivement être intégré dans la communauté nationale. Je m'explique. Effectivement, personnellement, et puis à l'UNDP, il faut dire que c'est avec beaucoup d'humilité que nous parlons et que nous allons vers cette diaspora-là. Parce que il faut effectivement aller avec humilité vers cette diaspora, parce que si elle s'est expatriée, c'est précisément parce que le pays, la nation camerounaise, non, je vous relance, puisque vous essayez de faire cette typologie-là. Est-ce que vous reconnaissez dans le narratif de la représentante du RDPC sur le plateau qui pose le postulat d'une diaspora en 50 qui part pour des raisons politiques avec justement les mouvements de revendication et de résistance de l'Union des populations du Cameroun. Plus tard, il y aura une diaspora plus ou moins estudiantine avec les bourses. Est-ce que vous reconnaissez dans ce narratif-là cette diaspora aujourd'hui qui pourrait être économique, qui pourrait être cette diaspora sportive qui va et qui vient aussi? Bon, je vous ai aussi donné une typologie avant la sienne. Bon, c'est la sienne, hein. Cependant, il faut quand même reconnaître que en termes de nombre, ce n'était pas des contingents importants qui sont allés. Le vrai problème aujourd'hui, c'est effectivement que la diaspora camerounaise, qu'elle soit en Occident ou dans des pays africains, et même en Asie, est estimée à peu près, je crois bien, 5 millions, si je ne me trompe. Mais celle qui a la capacité de voter, je crois qu'elle est à peu près à 36 000. 36 000, quelque chose comme ça. Oui. Donc vous voyez le gap qu'il y a entre la réelle prise en compte. Et il faut dire que ceux qui votent, c'est ceux qui ont la nationalité, en fait, ceux qui répondent aux normes et au code de nationalité. Il y a ce grand débat sur le droit de vote de la diaspora qui, aujourd'hui encore, semble ne pas être bien précisé et bien défini. Qui peut voter en diaspora? La question des doubles nationalités aussi, qu'on le veuille ou pas, se pose. Voilà pourquoi je disais que vraiment, il faut aller avec beaucoup d'humilité et de respect envers cette diaspora. Il faut lui parler avec cette même humilité et ce même respect. Parce que ces gars et ces jeunes femmes ont quitté ce pays parce qu'ils ne représentaient plus une terre de promesses et de réussite pour eux. Ça, il faut le dire. Et ils sont allés se battre ailleurs au point de devenir des piliers pour leur famille. On ne peut pas parler à des gens qui se sont construits dans la difficulté. Je vous dis que beaucoup d'entre eux sont passés, et la plupart d'entre eux, surtout ceux en Occident, passent par les déserts et ils traversent les océans dans des conditions des plus insultes. Hein? Quand quelqu'un a traversé le désert, a vu ses compagnons de route mourir, abandonner leurs dépouilles, continuer à avancer. Quand certains ont traversé des océans, ont vu leurs pirogues chavirer et être, n'est-ce pas, comment dire ça, secourus par des gardes-côtes étrangers, mais il faut avoir du respect pour ces gens. Il faut avoir, et je pense que le pouvoir de Yaoundé n'a pas ce respect pour cette diaspora, puisque lorsqu'il pose le problème de la double nationalité, on se met à leur chercher des pouces sur la tête. Vraiment. On se met à leur chercher des pouces sur la tête. Or, c'est la chose la plus simple à faire. Et le président Bello Bouba a dit que dès que lui, il parvient aux affaires au soir du 12 octobre, c'est l'un des premiers actes qu'il va poser. Beaucoup de ces gars sont là à errer. Ils aiment leur pays, ils veulent revenir ici. Lorsqu'ils décident de venir investir, on les traite comme des étrangers. Vous connaissez le problème que Richard Bona a eu avec les autorités camerounaises. C'est qu'on lui décerne une médaille et lorsqu'il veut venir au Cameroun, on lui dit « tu n'es plus Camerounais ». Va d'abord chercher un visa. Il a dit « mais ça c'est du n'importe quoi ». C'est du n'importe quoi. Est-ce vraiment la bonne rétro de cette affaire Bona? Parce qu'il y a des versions qui circulent, Léonie Nfoum, sur le Ghanéen Richard Bona, puisqu'il a pris. Vous voyez que vous parlez en vous en moquant. Alors que personne ne s'en moque, c'est une réalité que nous posons sur la table. N'est-il pas ghanéen aujourd'hui? Son passeport utilisé, c'est un passeport ghanéen, c'est pas nous qui l'inventons. Il s'en vante d'ailleurs, bien que tout le monde connaisse son attachement et justement son amour pour le Cameroun. Je vous donne les 1 minute que j'ai prise
et dans votre temps. Je vous dis donc que traiter de la diaspora de la sorte est un véritable gâchis. Bona, pour ne parler que de lui, en termes de réussite socio-professionnelle, a la capacité, si vous voyez la surface financière qu'il dégage aujourd'hui, Oui. de venir créer des industries et générer de l'emploi au Cameroun. Donc, c'est nous qui devons nous presser pour faire venir un tel profil ici chez nous. Ça, c'est de deux. Vous avez même aussi une autre diaspora, notamment celle qui a été esclavagisée et de génération en génération. Beaucoup d'entre ces gars aux États-Unis et partout ailleurs se reconnaissent comme Camerounais après des études généalogiques. On pourrait aussi mettre sur pied des packages, comme le Ghana l'a fait. Vous parliez du Ghana. Comme le Ghana l'a fait, pour permettre à cette diaspora-là de revenir, parce qu'elle draine beaucoup de moyens et nous en avons beaucoup de capitaux et nous en avons besoin aujourd'hui. Donc, si nous résolvons le problème de la double nationalité, un, et de deux, nous spécialisons nos ministères de manière à permettre, par exemple, à la diaspora d'investir de manière suivie. Parce que l'autre problème, et le problème essentiel que cette diaspora a, je vais chuter par là, c'est que lorsqu'elle veut investir, elle passe par des tiers, c'est-à-dire des membres de famille. Et habituellement, quelqu'un envoie de l'argent, on lui dit qu'on est en train de construire une belle maison, hein, les gens de sa propre famille ou bien des amis, ils vont filmer des villas à gauche et à droite. Quand elle vient, elle se rend compte qu'elle a dépensé des milliards et des milliards dans le vent comme ça, là. Et il faisait la fête. Merci. Parce que quand la personne se saigne, donc le pays peut organiser tout cela, hein, de manière à ce que nous profitions de notre diaspora et que cette diaspora profite aussi du fait qu'elle est camerounaise à la base. Merci Léonide Nfou. Jean-Maurice Mbok, vous aurez 8 minutes comme monsieur du NDP. Alors, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que la question de la diaspora reste et demeure? Les années passent, les régimes évoluent. Les gouvernements aussi vont et viennent. Est-ce que la diaspora reste une épine, justement, dans le processus de développement du Cameroun? Qu'est-ce qu'on en fait? Puisqu'on a l'impression que la diaspora est tout petit peu mangée à toutes les sauces. Les politiques, parfois, l'instrumentalisent. On a vu les saccages d'ambassades en France et ailleurs. On voit aussi comment elle est mobilisée pour recevoir le candidat du RDPC lorsqu'il est du côté de l'Europe et de l'Amérique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la diaspora aujourd'hui est un peu ce bétail électoral, permettez-moi l'expression, que chacun essaye justement de ramener à sa cause pendant les élections et une fois les élections passées, abandonne à son triste sort? Malheureusement, on peut dire que c'est ce qui se passe avec le régime en place aujourd'hui. C'est que la diaspora est utilisée ou instrumentalisée le temps d'une visite ou le temps d'une activité. Et il me souvient que l'année dernière, il y a eu toute une activité qui a été menée qui devrait être à l'intérêt de la diaspora. On leur avait annoncé la double nationalité, traiter les questions de fond. Ils sont tous rentrés extrêmement dessus parce que la question n'avait pas été abordée. Oui. Ce qu'on leur avait dit, c'est qu'on va voir le problème plus tard. En fait, Stéphane, vous voyez, quand j'entends mes copanélistes mentionner notre manifestation de transition et dans le premier chantier, je suis heureux parce qu'au début, quand j'en parlais ici, je voyais les gens rire. Quand je parlais de ramener la paix, la sécurité dans le pays par le dialogue, quand je parlais des réformes par le dialogue, il y en a sur le plateau qui disaient non, 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 on veut le projet directement, on va aller droit au but. Parce qu'en fait, on ne veut pas regarder nos monstres que nous avons créés nous-mêmes. On ne veut pas regarder la honte que nous avons nous-mêmes, et Léonide le disait, nous-mêmes créés en rendant cette diaspora agressive parce que frustrés, déçus, choqués et même étonnés. Mais ce n'est pas possible. On a les textes, on a les documents, mais quand vous voulez vous en servir, c'est comme si on vous piégeait en fait. Et quand vous entendez madame parler, vous avez envie de dire, wow, le Cameroun, tellement c'est beau à entendre. Vous n'y croyez pas? Non, mais ce n'est pas une affaire d'y croire. Posez Moi, la question, je vis posez dans la la question diaspora. sur la diaspora. Oui. Et s'il vous plaît, madame, croyez-moi, comme Léonide disait, nous allons vers la diaspora avec beaucoup de recul et de retenue. Et nous nous rendons compte, malheureusement, qu'il y a encore là deux types de diaspora. Il y a la diaspora privilégiée et il y a les autres.
C'est-à-dire que si vous êtes le fils d'eux, si vous appartenez à un cercle, si vous êtes du RDPC, vous êtes privilégié. Mais si vous êtes de la diaspora lambda, vous avez beaucoup de peine. Et le cas de Richard Bona est suffisamment illustratif de cette réalité. Quand on a un problème contre vous, on part dans tous les sens. Vous voyez, et dans nos réformes, il est question d'une assise et d'une entente. Pourquoi la diaspora fait peur? Parce que pour certains, le jour où on va vous poursuivre, vous allez vous prévaloir de l'autre nationalité. Mais ça, c'est l'État on se souvient de l'affaire Lidjen Neyoum, où justement, condamné, reconnu coupable de distraction de biens publics par la justice camerounaise, elle s'est prévalue de ce passeport français et a même eu les faveurs du président Hollande à l'époque dans la gestion de ce dossier. C'est aussi une réalité qu'on ne peut pas éluder lorsqu'on aborde les questions de la diaspora. C'est pour ça que j'aborde la question pour mettre sur la table ce qui fait peur à certains. Mais pourtant, ça peut se traiter facilement. Quand vous avez la nationalité camerounaise, vous signez les engagements de respecter votre pays et la loi de votre pays. Oui, Stéphane. C'est ce que les autres font. C'est ce que les autres font. Mais ça veut dire que nous donnons l'impression... On fait des Camerounais à part, non, ou bien des Camerounais différents. Connaissez vos Camerounais qui signent un engagement de protéger, d'aimer son pays, dans nos villes ici. On ferait donc de ces citoyens venus de la diaspora des Camerounais particuliers. Est-ce qu'ils ne le sont pas? Mais on veut les Camerounais, ou bien on veut les Camerounais particuliers. Disons la vérité. Est-ce qu'ils ne le sont pas? Ils sont des Camerounais particuliers parce que quand vous prenez simplement les deux explications de l'étape pour être de la diaspora, Stéphane, il faut à un moment donné, pour ceux qui sont passés par la mer, être particulier. Il faut le reconnaître. Il faut être particulier de rentrer dans un pays où vous n'avez pas d'emploi, pas de papier, rien du tout, et vous vous battez pour avoir un statut. Stéphane, il faut être particulier. Et ça, il faut le reconnaître à cette diaspora. Nous avons eu parfois le privilège d'y aller et nous voyons comment nos frères se battent là-bas. Certains dorment sous les ponts pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ils envoient l'argent à la famille, ils prennent soin de leurs, le temps d'avoir une petite chambre, un petit appartement plus tard. C'est des gens particuliers. C'est ça qui est énervant au Cameroun. C'est que quand vous vous hissez et vous faites des choses qui sont bien, on se met à dire, oh, il a trempé. On ne respecte pas la souffrance des gens. On ne respecte pas la peine des gens. Au FSNC, nous tenons compte de ça. La diaspora a un statut particulier, tout simplement parce qu'elle devient un partenaire, je l'ai dit, c'est un partenaire diplomatique, c'est une force économique. Au FSNC, la diaspora experte rentre dans les auxiliaires de la diplomatie. C'est-à-dire le médecin qui a ses relations, son entregent dans ce segment-là, peut amener ses partenaires au Cameroun avec toutes les facilités qui vont avec. Il est mieux placé qu'un de nos diplomates qui va en France seulement s'asseoir à la Tour Eiffel, croiser les bras et faire le beau. C'est une image, mais tous ne sont pas comme ça, heureusement. Ce que je suis en train de vous dire, soyez tranquille, madame. Non, je suis tranquille, mais c'est votre image, je peux faire bondir. Oui, en fait, elle doit vous faire bondir c'est une caricature, en fait. Elle doit vous faire bondir et vous faire agir. Est-ce que vous savez, Stéphane, que nous avons dans la majorité de nos ambassades l'absence criarde des cellules de crise? Quand un Camerounais a un problème, la majorité vous dit qu'ils ont même peur d'aller à l'ambassade. Soit ils ne sont pas reçus, soit ils ne sont pas considérés, soit on leur pose tellement de conditions parfois qui n'ont pas de sens. On a des Camerounais qui, aujourd'hui, ont fait 6 mois sans avoir leurs documents. Parce que ça doit passer par l'ambassade, il faut que ça arrive ici. Et puis on vous dit, non, vous savez, la valise diplomatique n'est pas encore revenue, et tout, machin. 6 mois. Quand ils nous écoutent là, et ils entendent comment on dit qu'il y a toute une direction qui s'occupe des Camerounais de l'étranger, ils ont envie de se demander, on parle de quel Camerounais? Un Camerounais peut-être de la CEMAC, parce que ceux qui sont en France cherchent. Où est cette représentation-là? Ceux qui sont en Espagne, aux États-Unis, cherchent. Ce que nous voulons dire, Stéphane, et il faut que ce soit bien compris, la diaspora doit être respectée parce que les autres pays ont pu se développer en utilisant sagement et de manière responsable leur diaspora. Nous souhaitons au FSNC que la diaspora devienne un partenaire. Un partenaire dans la globalité et dans son activité. Partenaire à l'extérieur avec des avantages à l'intérieur. Le cas des réalisations au Cameroun. Donc, je parlais du fonds tout à l'heure, dans mon premier propos. Dans ce fonds, ils ont la possibilité de prendre des crédits, mais aussi de faire des dépôts.
et des dépôts pour leurs investissements, pour qu'on évite justement cette affaire de dispersion de leurs avoirs. Au FSNC, nous avons pensé à cela et nous allons tout faire pour que nos diasporas reviennent. Stéphane, il n'y a pas de véritable développement sans locomotive authentique. Et la diaspora experte est une locomotive authentique. Merci Jean-Moïse Mbok. Madame Leman, nous sommes exactement à 17h53 minutes. On va vous donner 6 minutes avant qu'on ne prenne le break. Rassurez-vous, on fait un monitoring précis sur ce plat. 6 minutes avant qu'on ne prenne le break et qu'on revienne avec vous, justement. Alors, le représentant du FSNC sur le plateau pose le postulat de 2 diasporas. Il y a, selon ses dires, celle qui est privilégiée, parce qu'appartenant un tout petit peu au système et peut-être à la galaxie RDPC, et celle-là qui, justement, n'y a pas droit et qui parfois est partie par des logistiques pas conventionnelles. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y aurait cette réalité en diaspora, qu'il y aurait 2 diasporas, celle-là qui est reçue à l'ambassade avec tout le faste y afférent, et celle-là qui est dans les difficultés, n'est même pas reçue à l'ambassade et qui, justement, a même peur de franchir la porte de l'ambassade? Moi, je ne sais pas de quelle diaspora on parle. Franchement, je suis la seule personne sur ce plateau qui est membre de la diaspora, en plus du fait que je représente le RDPC. Alors, les autres, ils vont de façon habituelle. Non, mais ils y vont. Il y a une différence. Madame. Non, mais il y a une différence entre vivre. Il y a une différence entre vivre à un endroit, être membre de la diaspora et parler pour les autres. Non, mais je voudrais quand même que ce soit reconnu. J'ai 33 ans de vie en France, donc je peux dire que je suis membre de la diaspora sans rougir. Voyez-vous, je ne sais pas, depuis le début de ce débat, je ne sais pas de quoi on parle. On parle tantôt de ceux qui ont pris le bateau, on parle tantôt des médecins. Pardon de prendre l'exemple sur moi. Oui. Je suis administratrice de santé en France. Voilà, donc ça veut dire que je fais partie de la diaspora qui peut apporter des compétences au Cameroun. Et il y en a beaucoup. Je travaille avec des médecins camerounais. Vous excluez ceux qui ont pris non, mais je suis en train de vous expliquer que je ne sais pas de quoi on parle depuis. Il y a plusieurs diasporas en France. Il faudrait qu'on le dise. Il y a des diasporas qui sont partis dans les années 90 comme moi. Oui. Parce que la société de papa a fermé ou de maman, Sodekao, Biao, il y en a eu beaucoup. Et ces enfants sont partis et sont devenus des chefs de famille. C'est ma promotion de diaspora, si on peut dire des choses comme ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui partent, qui, effectivement, franchissent la mer, le désert, qui ont des reçus, qui partent parce que, pour des raisons individuelles. Nous partons chacun pour des raisons individuelles. Voyez-vous, le problème de la diaspora, c'est que l'eau privée devient publique dans la diaspora. La décision privée qu'on prend devient publique quand on parle d'une campagne électorale, quand on parle des politiques publiques en direction des diasporas. Je voudrais que ce postulat soit posé. Donc, nous n'avons pas les mêmes parcours en diaspora. Il y a plusieurs diasporas. Maintenant, quand on veut faire des politiques publiques, oui, on est obligé, parce que je suis dans les politiques publiques, on est obligé de faire des agrégats pour trouver des solutions en administration publique et élaborer des politiques publiques en direction de la diaspora. Ça, c'était le postulat que je voulais poser. Il y a 8 ans à peu près, en 2017, oui, le gouvernement camerounais a organisé un forum de la diaspora. Nous étions 600 dans la salle. En off, j'étais en train de dire que l'UNDP, à l'époque, la personne qui a clôturé ce forum de la diaspora, avec satisfaction dans les propositions, c'était aujourd'hui le leader de l'UNDP, l'ancien ministre du Tourisme, qui représentait le Premier ministre. Donc nous lui avons remis un mémorandum avec des propositions pour la diaspora. Je n'ai pas envie de dire que ces propositions peuvent être présentées aujourd'hui, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que des politiques sont déjà en direction de la diaspora. Donc je n'affabule pas ici. Il y a des choses qui ont été faites. 2011, premier forum économique de la diaspora. 2017, forum de la diaspora, où je redis que le leader de l'UNDP y était et c'est lui qui a pris nos propositions. Donc ça veut dire qu'on ne part pas d'un blanc. Il y a des choses qui ont été faites et qui sont faites. Moi qui vous parle aujourd'hui,
Lorsque le président Paul Biya arrive en 2013, il reçoit 23 membres de la diaspora, parmi lesquels moi, parce que je suis administratrice de santé, je ne sais d'ailleurs pas comment je me suis retrouvée dans cette liste, donc je ne peux pas vous dire que je suis privilégié. Et monsieur Stéphane Barga, je ne voulais pas entendre parler du président Paul Biya. C'est lorsqu'il nous reçoit, qu'il nous donne sa vision pour le Cameroun. C'est important le témoignage, parce qu'on peut me voir sur un plateau aujourd'hui et dire que je suis privilégié. Non, monsieur Stéphane Barga. Je viens d'une famille qui n'a jamais fait la politique, où des enfants ont souffert justement parce que le Cameroun a été victime des politiques d'ajustement structurel. Et si le Cameroun est debout aujourd'hui, c'est quand même grâce aux politiques d'un homme. Donc, je me retrouve en face du président Paul Biya. Oui. Je lui propose un forum de l'hôpital, parce qu'on en a à Paris, porte de Versailles, c'est-à-dire une plateforme où les investisseurs viennent pour l'amélioration de nos plateaux techniques. Et il me dit, madame, depuis que je suis en visite, ça m'intéresse pour la santé des Camerounais. C'est comme ça que je me retrouve embarqué à venir faire des choses pour la santé de la diaspora. Donc, je vous redis qu'il y a plusieurs sortes de la diaspora. Lorsque vous faites un petit peu votre souffrance, vous faites une résilience, le désert, ou tout ce que vous avez traversé, parce qu'on souffre tous, il n'y a pas de privilégiés dans la diaspora. La souffrance est pour tout le monde. Mais à un moment, il faut qu'on fasse la résilience de notre souffrance, qu'on se dise que nos petites personnes sont moindres que le Cameroun, qui a besoin de paix, de tous ses enfants, je dis tous ses enfants, oui, pour être construits. Je vous donne ces petites anecdotes pour dire à mes copanélistes que c'est pas de l'arrogance. Comment je suis arrivé à parler aujourd'hui, et c'est des sacrifices. C'est d'oublier qu'on a traversé le désert. C'est d'avoir une capacité de passer au-dessus de toutes choses. Et c'est pour ça que le slogan du président Paul Biya, c'est de la grandeur et c'est de l'expérience. Parce que face aux difficultés, si vous y restez toute la vie à pleurer, à crier, on n'en sort pas. C'est comme dans une famille. Un enfant qui crie a besoin on regarde sa souffrance. Voilà vraiment de manière anecdotique ce que je voulais pour que les téléspectateurs comprennent que je ne suis pas là par hasard. C'est un processus. Merci, Madame Leman Fouda. Rassurez-vous, les téléspectateurs nombreux réagissent à ce qui est dit sur ce plateau. On prend le break et on revient tout de suite après pour continuer à épiloguer justement sur l'offre politique des candidats en lice concernant véritablement la diaspora. À tout le long. Retour sur le plateau justement de cette édition consacré à la présidentielle 2025. Notre référent et point d'ancrage, c'est toujours la diaspora et l'offre des politiques concernant cette partie franche de la population du Cameroun. Alors, Léonie Nfoum, une fois que justement les échanges nous amènent à nous rendre compte qu'il y aurait des tensions en diaspora, puisqu'on a vu à partir de 2018, ces saccages d'ambassades. On a vu justement ce discours se durcir vis-à-vis du régime du président Paul Biya. On a vu justement parfois ces intrusions de politique extérieure, n'ayons pas peur de le dire. Nous avons vu le président français au salon de l'agriculture faire un exercice de communication dans un sens qui peut-être aurait pu prêter à équivoque. Comment est-ce que vous, UNDP, Bello Bouba Maïgari, d'ailleurs, vous avez été interpellé par Madame Leman qui disait à l'époque qu'elle avait remise justement ce parfaire de la diaspora à votre président et qu'aujourd'hui, elle a le droit de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il en a été? Est-ce que le président Bello a pris justement ce document et l'a rangé dans un tiroir ou bien il l'utilise pour son programme? Quelle est la vision quant à cette diaspora hétéroclite, divisée, parfois politisée, qui justement essaye de dire son mot quant à l'orientation et le devenir de notre pays? Bon, ben, je veux d'abord rassurer madame, faisons montre d'un peu de galanterie. Et disons-lui qu'en réalité, elle l'a bien dit, hein, il était le ministre d'État qui était de la cérémonie qu'elle a indiquée. Il était le missionnaire de l'État du Cameroun et représentant du Premier ministre. Ce qui se passe en matière d'administration, c'est que lorsque vous êtes missionnaire et que vous revenez de votre mission, vous rendez compte à qui de droit et vous lui remettez les documents. Oui. Et c'est lui qui sait ce qu'il en fera. Parce qu'un ministre est un serviteur. Ministre,
veut dire serviteur. Et dans les institutions qui sont les nôtres et qui sont calquées de la Ve République en France, le ministre est essentiellement révocable. C'est celui qui a... Donc vous dédouanez le président Bello de justement cette offre de la diaspora qui n'aurait pas été prise en compte. C'est le chef de l'État qui définit les politiques publiques. Ce n'est pas un ministre. Le ministre n'exécute que ce que le chef de l'État lui demande de faire. Et lorsque le chef de l'État n'est pas satisfait de son ministre, il le révoque. Donc le chef de l'État rend compte à la nation. Donc elle ferait bien de poser la question au président de la République, ce qu'il a fait de ces conclusions, parce que je la rassure qu'elles ont été remises à qui de droit. Donc voilà. Maintenant pour ces diasporas qui sont fâchés. Mais Stéphane, vous voulez que les gens participent économiquement, éduquent des enfants, envoient de leur argent pour soutenir leur famille, et vous leur déniez le droit d'avoir un mot à dire sur la politique de la nation. Mais c'est terrible, c'est ahurissant. Hein? Il faut accepter que ces Camerounais ont à dire. Et je continue à vous dire qu'ils se sont radicalisés parce qu'ils ont pris des nationalités autres. Oui, à ce niveau, Monsieur Leonid Oufoum, quelle est la position de l'UNDP, par exemple, par rapport aux événements? C'est vrai qu'à l'époque, vous étiez dans la majorité présidentielle, des événements inhérents à 2018, où on a vu véritablement un Rubicon franchi, avec le saccage d'ambassade, avec justement ces Camerounais qui perturbaient le séjour présidentiel du côté de la Suisse, du côté de Paris. Est-ce que l'UNDP, à ce moment-là, avait pris une position qui peut-être aujourd'hui pourrait être la même, ou alors aurait évolué en fonction du postulat qui est aujourd'hui celui de Bello Bouba Maïgari, candidat à l'élection présidentielle? Bon, si vous voulez parler de Bello Bouba Maïgari, membre du gouvernement, il était astreint au devoir de réserve pour les fonctions qu'il occupait. Mais l'UNDP a toujours eu à approcher la diaspora et avoir des positions relativement au problème de la diaspora. C'est pour cela que des réflexions ont été menées relativement à la vie de la diaspora et nous pouvons vous donner les axes de ces réflexions-là ainsi que les propositions qui ont été dégagées de ces différentes propositions. Donc, si ce n'est que pour le ministre d'État qui est notre président national, oui. étant ministre, il est astreint au devoir de réserve. Là aussi, vous l'ôtez de responsabilité. Non, mais non, je continue à dire que le parti, lui, a toujours pris position. Oui. Et quelle était la position du parti en 2018 lorsque l'ambassade du Cameroun a été saccagée et lorsque, justement, il y a eu cette diaspora-là qui a manifesté de façon assez bruyante son ras-le-bol et son mécontentement quant à la gestion des affaires du pays? Mais c'était des événements malheureux. Malheureux. Maintenant, par rapport aux manifestations relativement à la présence du chef de l'État ailleurs, il faut quand même dire que perturber le séjour du chef de l'État à l'extérieur, c'était effectivement pas très commode. Tout comme en matière de gouvernance, vous comprenez aussi que lorsque vous avez élu quelqu'un et qu'il passe l'essentiel de son temps à l'extérieur, il est normal que le citoyen se pose des questions relativement au temps qu'il met parce que le chef de l'État, le président de la République, c'est le serviteur du citoyen. Oui. Donc, il doit aller au contact du citoyen pour savoir comment il vit. Mais la promesse que nous faisons aux Camerounais aujourd'hui, c'est qu'ils ont mal à leur citoyenneté et à leur camerounité, s'il faut dire les choses de la sorte. Ils ont mal pourquoi? Parce que ce pays ne leur donne plus des opportunités. Il est économiquement exsangue. Vous avez pendant plus de 25 ans des taux de croissance qui oscillent autour de 3 à 3,5% et que les économistes qualifient de taux de croissance appauvrissant. Oui. Ils détruisent des emplois. Parce qu'on dit que dans l'école camerounaise aujourd'hui, il y a de la formation à l'emploi, il y a la professionnalisation des enseignements. Mais vous ne pouvez pas employer ces gens lorsque la croissance économique est en panne.
C'est la raison pour laquelle Bello Bouba dit aux Camerounais que ceux qui voudront s'expatrier quand lui il sera au pouvoir, ce sera leur choix. Et comment faire pour donner... Ça ne sera pas une contrainte économique comme c'est le cas en ce moment. Effectivement, il faut rompre avec ça. Je prends une administration qui est comme la mienne, l'administration de l'éducation, où vous avez une véritable érosion des enseignants, qui sont des personnels que l'État a hautement formés. Et ils vont à l'extérieur, pourquoi? Parce que, par exemple, au Gabon, lorsque un professeur de lycée va au Gabon, on va lui proposer 2 fois et demi à 3 fois ce que le Cameroun lui paye. Mais nous ne sommes pas venus souffrir ici sur Terre. Nous sommes venus vivre, et le Cameroun a le devoir de nous donner de quoi pouvoir vivre et être digne chez nous. Et c'est ce que le président Bello va faire à travers le pacte économique qu'il propose aux Camerounais. Et quel est ce pacte économique? C'est que la croissance économique de notre pays doit être au moins appréciée à au moins, je dis bien au moins 8%. Pour ne pas dire qu'elle doit passer à 2 chiffres. Parce que le niveau de croissance que nous avons, 3%, ne permet pas de créer des emplois. Et le parallèle que je prends souvent de notre gouvernance paresseuse et qui manque de vision. On va rester sur les questions liées à la diaspora. Non, nous sommes sur les questions liées à la diaspora. Oui. Nous sommes sur les questions liées à la diaspora. Lorsque vous prenez un pays comme le Sénégal, je dis ceci, hein, les Camerounais vont désormais s'expatrier après qu'ils aient eu leur plurinationalité. Quand ils le veulent, ce n'est pas parce qu'ils sont poussés à aller à l'extérieur du fait des mauvaises politiques qui sont mises en place ici au Cameroun. Vous avez un pays dont la croissance tourne autour de 3%. C'est une croissance qui ne peut pas créer d'emplois. Merci. C'est une croissance qui ne peut pas, en termes de richesse, permettre une bonne redistribution pour que les enfants du Cameroun se sentent à l'aise chez eux et aillent à l'extérieur parce que c'est un choix qu'ils ont fait. C'est des contraintes économiques et sociales qui les amènent à traverser les déserts, à traverser des océans pour se chercher. Donc les politiques camerounais, ceux-là qui sont aux affaires, sont essentiellement paresseux et ils manquent de vision. Parce que si vous prenez le temps imparti à votre contribution. Comprenez ma rage et mon courroux. Vous aurez l'opportunité de revenir. On ne peut pas revenir. gérer un pays à la petite semaine et penser Vous aurez l'opportunité de revenir parce que ça vous plaît. Monsieur Lionel Foum, vous aviez 10 minutes, elles sont épuisées. Je vais prendre l'avis du FSNC sur le plateau. La colère de la diaspora qui s'exprime avec justement une gradation assez importante dès 2018 avec ce saccage d'ambassade, avec justement ces foules qui hurlent leur désespoir sous les fenêtres du président Paul Biya, avec cette prise de parole assez singulière de certains chefs d'État sur les questions inhérentes à des questions de gouvernance à l'interne au Cameroun. On a vu le président français. Quelle était la position du FSNC à l'époque? Parce que justement, vous étiez, et c'est peut-être le parallèle qu'on peut faire entre ces deux formations politiques, vous aussi vous étiez aux affaires. Comment est-ce que vous avez réagi à ces événements-là et quelle est la position aujourd'hui? Est-elle restée la même ou alors elle a évolué en fonction du postulat d'Issa Tchiloma aujourd'hui qui est candidat à la présidentielle? Non, sa position a toujours été la même, c'était celle d'appeler à l'accalmie et de rappeler qu'on peut procéder autrement. Pour le président Tchiloma, tout ministre qu'il était, même déjà la communication avant d'aller à l'emploi, la formation professionnelle, c'était de rappeler justement d'un côté en interne qu'il faut laisser les Camerounais s'exprimer et de l'autre côté dire à cette diaspora qu'il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Ça a toujours été la position du FSNC, ça a toujours été la position du président Tchiloma et quand même il allait en Occident, c'est une habitude qu'il a eue, rencontrer la société civile, échanger avec ses personnalités. Vous croyez qu'aujourd'hui, on n'a aucune peine à aller dans les zones comme Bamenda, comme Buea? Pourquoi? Parce que au FSNC et même dans l'approche du président Tchiloma individuellement... Vous n'êtes pas les seuls à aller à Bamenda ou à Buea? Non, non. S'il vous plaît. Chacun, on a dit qu'on ne coupait pas la parole, non? Moi, je respecte la parole de tout le monde. Moi, je ne peux pas vous relancer. Et votre temps... dame en face de moi, là, je peux aussi de temps en temps lancer un pic. Moi, je parle pour le FSN, c'est pas pour les autres. On est d'accord, Léonide? Chacun parle pour lui. Les autres ont parlé pour eux, moi, je n'ai pas réagi. Le privilège d'avoir l'histoire et les archives. Je dis donc que, madame, ayez toutes les archives que vous voulez, ayez toute l'histoire que vous voulez. Nous sommes ici seuls à même
de représenter nos partis politiques et ce sont nos paroles qui font foi, pas vos suspicions, s'il vous plaît. Non, mais je suis pas Je suis donc en train de dire que le Pardon, président Tiroma, dans sa dynamique, intègre aisément le dialogue social. Et c'est ce qui a toujours manqué au Cameroun. Et quand la société civile a passé le temps à parler de ça, on nous a sorti les gros bras. Vous savez, chez eux, il y a certains ministres qui estiment qu'ils sont les Moulinex, ils sont les machines écrasées, ils sont la météo. Ils sont la météo parce que c'est dans son Cameroun, lui, la terre glisse à chaque moment. Bon, ils n'ont jamais voulu intégrer le dialogue social. Et le troisième pan qui nous intéresse. Vous estimez que c'est le dialogue qui a manqué? J'arrive, vous allez comprendre de quoi je parle. Non. Le dialogue a manqué à la gouvernance. Le dialogue social a manqué à la gouvernance. Stéphane, on parle ici de la volonté générale. Oui. Quand on parle de dialogue social, le troisième pilier, c'est la volonté générale. C'est de savoir consulter les Camerounais chaque fois qu'il y a une crise. Après la crise, les émeutes de la faim, en 2008, qu'est-ce qu'on a retenu, Stéphane? Les apprentis sorciers. On ne s'est jamais assis pour se dire, mais quel était même le problème? Pourquoi c'est arrivé à ce niveau? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une attitude de mépris que nous décrions depuis des années, de cette attitude gouvernante qui pense peut-être bien faire, mais qui n'est pas la bonne parce qu'elle radicalise les gens. Parce que vous ne pouvez pas aller vers vos autorités. Elle-même, elle a dit, l'enfant qui va vers son parent et qui pleure, attend d'être écouté au moins. Attend d'être rassuré. La diaspora n'est pas écoutée? Mais Stéphane, si vous voyez une diaspora comme celle-là, arriver à cet extrême, ne cherchez pas seulement à taper sur la diaspora, cherchez à savoir les mesures. C'est vrai qu'à ce niveau, Jean-Moïse Mbog, rassurez-vous, votre temps sera... à ce niveau, on a vu comme une division au sein de la diaspora. Pendant que certains estimaient qu'il faut aller casser l'ambassade, d'autres se sont érigés en protecteurs de cette ambassade-là. Ça veut dire que, justement, on a des dissensions même dans la vision et la perception de la diaspora quant à la gouvernance du Cameroun. Je vous explique pourquoi. Vous savez, quand on est un parent, il faut savoir que 3 enfants, c'est 3 caractères, c'est 3 comportements, c'est 3 personnalités différentes. Il faut le savoir. Le parent qui ne prend pas conscience de cela va toujours essayer de comparer ses enfants et devient finalement un mauvais parent. Je parle sous le contrôle d'une maman. Chaque parent doit faire attention. Merci. Ce qui fait donc que nous, le reproche que moi je fais à une famille où il y a un enfant qui est bruyant et qui est difficile, c'est l'absence d'observation des parents. Ça, c'est mon avis et je l'assume. Aujourd'hui, parlant de la diaspora et notre gouvernement, Stéphane, vous croyez vraiment que c'est le chef de l'État qui, jusqu'à ce moment, c'était l'homme aimé, apprécié, respecté, considéré, écouté, prenez la parole pour dire à ses enfants, s'il vous plaît, arrêtez ça. Parce qu'il faut qu'on se parle. Je veux comprendre que si vous énervez à ce point, on ne serait pas arrivé à ça. Allez écouter calmement, de manière dépassionnée, l'attitude de ce que vous appelez aujourd'hui violent. Ils revendiquaient quoi? La mauvaise gouvernance, la corruption, la gabegie. Il n'y a pas d'hôpitaux au Cameroun, vous venez vous soigner en Europe, ainsi de suite. Ils posaient des problèmes au départ qui étaient clairs. Certains ont été interviewés et j'ai eu le bonheur de parler avec certains d'entre eux qui disaient, mais, moi je leur disais, mais ce n'est pas normal ce que vous faites. Est-ce que vous avez écrit au moins au chef de l'État via l'ambassadeur? J'ai eu des décharges. Je ne sais pas si l'ambassadeur a acheminé. Toujours est-il qu'il n'y a jamais eu la moindre réponse pour répondre à ces Camerounais, pour leur dire, écoutez, ce que vous dites, c'est peut-être pertinent, mais sachez qu'on a des crises, on a des guerres, on a... À un moment donné, ce gouvernement a bénéficié de circonstances atténuantes, mais a manqué, a raté le dialogue social, celui de communiquer avec les populations pour leur dire, voilà à quel niveau nous sommes rendus. Nos frères de l'autre côté crient, la mauvaise gouvernance, la dépense n'est pas contrôlée et tout, mais est-ce qu'on peut leur dire ce qui se passe concrètement? Cette diaspora s'est donc sentie méprisée, rabaissée, violentée, parce que ce que vous dites, venir défendre les ambassades, ce n'était pas que les gars de la diaspora lambda, c'était les gars de la sécurité à la base. Quelques Camerounais, non de la sécurité. Peut-être certains, non, on est d'accord. Il y a des patriotes qui sont allés défendre, et je vous promets que tous ceux qui étaient là-bas en ce moment-là, et qui revendiquaient sans suite, ne pouvaient pas venir défendre une institution qui donnait l'impression de ne pas vouloir les écouter, vouloir échanger avec eux. Madame, je vous en prie, il faudra que votre gouvernance change son attitude envers les Camerounais. Le silence et la distance
crée la confusion et le conflit. Ce que nous voyons depuis 2018, avec aujourd'hui l'hyper-radicalisation, par exemple, de la base, c'est l'expression de l'absence totale de dialogue, mais pire, j'ai parlé d'un ministre qui passe autant à verser de l'huile sur le feu, en menaçant, en grondant, en annonçant le chaos, en disant comment il va détruire. Ce n'est pas comme ça qu'un parent parle à ses enfants, à moins que ce soit simplement un grand frère qui passe par là, et non vraiment un grand frère responsable. Donc nous disons aujourd'hui qu'il serait injuste de seulement venir taper sur la diaspora, tout en disant qu'on ne les dédouane pas, parce qu'ils auraient pu mieux faire. Nous disons aussi que notre gouvernance devrait être plus proactive, plus proche à écouter les Camerounais et leur apporter des réponses. Quand un Camerounais vient vous dire, madame, je n'ai pas accès à l'ambassade en tant que Camerounais, l'ambassadeur est censé faire quoi? Lui dit, bon oui, j'ai écouté, on prendra des mesures, rien n'est fait. Non, il est censé prendre des mesures immédiatement devant tout le monde et que dès le lendemain, ce soit applicable. Les Camerounais vous diront donc, certains, ça fait 6 mois, certains, ça fait 2 ans. Ils n'ont pas accès. Pourquoi? Il y a toujours une raison. Il y a toujours un prétexte. Vous croyez que ce Camerounais va se sentir à l'aise? Comment, madame? Dites tout. Il faut l'apaiser. Il faut le calmer. Il faut qu'il soit tranquille. Mais souvenez-vous aussi que vous n'avez pas le même tempérament. De quelle ambassade? Il y a des gens, mais je parle principalement de la France et de la Belgique. Non, monsieur je parle principalement de ces deux. S'il vous plaît, madame. Non, mais je suis pas comme ça. Ne répondez pas comme ça. Je suis pas d'accord. S'il vous plaît. Ceux qui posent le problème, madame, ceux qui posent le problème peuvent apporter les décharges. Et nous ne sommes pas en train d'accuser l'ambassadeur, s'il vous plaît. Parce que dans tout le service, ça peut être quelqu'un d'autre qui a le problème. Mais nous disons simplement ici, madame, qu'il faut prendre des mesures. Ne cherchons pas à défendre les nôtres. C'est une erreur qui nous enfonce. Et je dis donc que Stéphane, pour revenir à ma préoccupation, et pour chuter, nous disons au FSNC que le dialogue est essentiel. C'est même la base de tout développement. À partir du dialogue, on trace un cadre, une convention dans laquelle vous vous engagez. Au cas où ceci arrive, vous êtes responsable. Au cas où cela arrive, l'État est responsable. C'est un engagement mutuel qui amène les deux parties non seulement à faire ce qu'elles doivent faire, mais à se contrôler aussi, à se surveiller aussi. La diaspora aujourd'hui vit dans un contexte où elle est contrôlée. Elle est surveillée. Elle est habituée à rendre des comptes, à payer ses taxes, à faire ce qui développe un pays. Ça, il faut le saluer. C'est une mentalité qu'il faut ramener au pays et l'inculquer aux Camerounais. Vous voyez donc que la diaspora devient un partenaire, un allié sur lequel il faut même miser. Un autre pan, et je sors par là, je parlais de la diaspora experte. Aujourd'hui, au FSNC, nous intégrons que désormais, quand un appel d'offres international est lancé, la priorité est aux Camerounais de la diaspora. Merci Jean-Moïse Mbok pour justement le respect. Nous sommes précisément à 18h23. Ça veut dire que Madame Leman a son temps de parole, Madame Leman Fouda a son temps de parole qui est justement devant elle. Alors, revenons sur un aspect assez important qui vous a fait réagir, bondir sur votre fauteuil. Alors, celui inhérent d'abord à l'écoute. Est-ce que vous êtes écouté, madame? Est-ce que lorsque, par exemple, vous êtes en difficulté, vous, au sein de la diaspora, en France, Camerounais de France, est-ce que vous êtes écouté? Est-ce que lorsque vous vous rapprochez justement de votre représentation diplomatique, est-ce que les portes vous sont grandes ouvertes? Ou alors il y aurait des complications, des certifications, il y aurait des a priori à vous recevoir d'abord pour vous écouter? Prenons d'abord ce premier temps. Alors, je suis obligée de partir de moi-même puisque je vous ai dit que je suis la seule personne sur le plateau qui vit. Il parlait de la France tout à l'heure. Je vous ai dit que ça faisait 33 ans que j'étais membre de la diaspora. Donc j'ai vu des ambassadeurs passer, j'ai vu des Bilo Attan, je ne pourrais pas les citer, les deux derniers, le Minerex actuel, le directeur du cabinet civil et puis d'autres. Et celui qui est là, je vous assure que tous les matins, il descend de son bureau, il est devant la porte
il va parler aux Camerounais pour leur demander quels sont leurs besoins. Alors moi, je sais pas, vraiment, je vous le dis en vous regardant dans les yeux. Oui, oui, vraiment, je vous assure, je vous le dis en vous regardant dans... Oui, il me suit. En allant demander aux Camerounais, et pendant les inscriptions sur les listes électorales, il y a même des personnes qui étaient en train d'aller s'inscrire sur les listes électorales, à qui il a parlé, qui se plaignait en lui disant, monsieur l'ambassadeur, on nous demande telle pièce. Vraiment, il y a un dialogue qui est installé. Il y a vraiment, chers camarades, il y a un dialogue, il y a peut-être eu, parce que j'ai envie de dire que l'OTAN institutionnel n'est pas l'OTAN individuel. Il faut aussi qu'on se... Je préfère ça. Jean-Maurice Mbok, ça c'est clair. Le but de l'émission n'est pas un débat. Nous échangeons. Puisque nous voulons... Moi, je me réfère aux orientations qui sont... Je voudrais juste préciser que cette année, au 20 mai, puisqu'on a parlé des Camerounais qui ne sont pas écoutés, cette année, je vous assure que, membres du RDPC comme je suis, nous n'avons pas été invités au 20 mai. Ce sont nos compatriotes, tous les autres compatriotes, qui étaient à l'ambassade parce que, justement, l'ambassadeur, en prenant ses fonctions, a dit, il n'y a ni basse, il n'y a que des Camerounais à part entière. Je le cite. Et je vous assure que moi qui suis là, j'ai été frustré de ne pas avoir ce carton. Je vous parle de faits concrets. Ceux qui m'écoutent entendent et nous étions même défiés parce que les selfies nous disaient que nous n'y sommes pas. Donc c'est vous dire comment vraiment... J'ai la chance, je vous disais tout à l'heure que j'ai l'écoute, j'ai l'histoire, j'ai la chance d'avoir des faits précis. Vraiment, c'est des petits actes qui montrent que c'est pas toujours les mêmes, qui doivent être sous le drapeau le 20 mai, qu'il a le souci de faire tourner et que tous les Camerounais se sentent. J'étais ici au mois d'août. Qu'est-ce que j'ai dit sur ce plateau? C'est que je condamnais les casses d'ambassade. Je condamnais qu'on aille perturber le séjour du président de la République, qu'on brûle les drapeaux. Parce que c'est notre pays, parce que c'est notre patrie, nous devons la respecter, quel que soit ce qu'on y pense. Monsieur Stéphane Baga, un pays, on n'en a qu'un seul. Un pays, on l'aime, on n'a pas le choix, parce que le sang qui coule dans les veines, c'est le sang du Cameroun. Je vous l'ai dit. Je comprends la souffrance, mais ça ne doit pas nous amener à des extrêmes. C'est vraiment important que nous comprenions que quel que soit ce qui nous fait souffrir, nous devons poser... Alors, là, on va dans une approche théorique, Madame Leman. Lorsque vous... Non, là, j'étais dans le pratique avec des faits concrets. Ok, merci pour justement le cadrage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui éloigne véritablement cette diaspora assez turbulente, on va prendre l'expression comme ça, du système gouvernant. Voilà. Parce que ceux qui nous écoutent ne devraient pas avoir l'impression que eux aussi n'ont pas voix à être relayés. C'est une réalité, une diaspora qui semble en dissidence avec l'ordre gouvernant. Vous qui êtes justement, c'est pas un secret, sur Paris, qui est un peu l'épicentre et le cœur de cette fronde camerounaise, qu'est-ce qui les différencie du système gouvernant et que peut-être votre candidat s'attelle à régler de façon claire et précise pour 2025? Alors, qu'est-ce qui les distancie du gouvernement? Je pense qu'ils ont une vision d'un gouvernement, d'un pays qui colle avec les pays dans lesquels ils sont. Sauf que nous avons des réalités particulières au Cameroun. Ce sont mes frères et sœurs. Moi, quand je les rencontre, je leur dis, comme ils disent, on ne va sauf que s'entendre et parler ensemble. Nous n'avons pas le choix. Qu'est-ce qui les différencie? C'est que la majorité d'entre nous avons quitté le Cameroun depuis des années. Nous vivons dans des pays où nous pensons que la démocratie est dynamique. Et quand nous regardons notre pays d'origine, on se dit peut-être que les pays dans lesquels nous sommes doivent fonctionner de la même manière. Sauf que nous n'avons pas les mêmes anthropologies. Nous n'avons pas les mêmes sociologies. Voilà. Et quelquefois, on se rend compte que ce n'est même pas l'alternance qui demande. Ils demandent le changement, mais ce n'est pas tellement le changement. Qu'est-ce qu'ils demandent, madame? Ils demandent que le gouvernement qu'ils ont change. Sauf que nous sommes dans un pays où il y a des complexités. Il y a des complexités religieuses, des complexités de langue, des complexités de comportement.
et que on ne fait pas une démocratie, la démocratie doit coller à la société à laquelle elle est vouée. Vraiment, j'insiste sur ce fait. Donc, il y en a qui amplifient leur idéal de démocratie. Là-dedans, il y a des problèmes mystifiés, des problèmes amplifiés, même des problèmes mystifiés. Donc, je demande, vraiment, je suis sur ce plateau, pas pour différencier les bons, les mauvais, ce sont nos frères. Qu'on se mette ensemble, et c'est ce que le président Paul Biya demande. L'amour profond du pays, l'amour profond d'une famille. Oui. Si on prend le Cameroun, c'est d'abord la première strate de notre cité. L'amour profond veut dire, monsieur Mbarga, laissez-moi terminer. Sinon, quand vous avez des problèmes dans une famille, vous n'allez pas vilipender cette famille. Vous n'allez pas vilipender votre père dehors. Vous ne criez pas sur lui. Vous ne lui versez pas de la farine. Je demande aujourd'hui solennellement à mes frères et sœurs de la diaspora de faire confiance au président Paul Biya. Nous allons nous engager à aller les voir parce que nous savons où ils sont. Pour qu'on parle, pour qu'on discute, pour qu'on s'aime à nouveau. Nous ne pouvons pas construire un pays en aboyant devant les ambassades. Quand les Français même nous voient, quand les autres nous voient, ce n'est pas beau. Nous devons nous parler. Le linge sale se lave en famille. Oui. C'est ce que je demande officiellement sur le plateau. Même si je suis catalogué comme une privilégiée, c'est pas grave. Mais il faut qu'il y en a qui se mouillent, qui fassent l'interface entre le gouvernement et nos frères. Parce que ce sont mes frères et mes sœurs. Et je comprends que des fois la souffrance, il y a la souffrance en Europe, le froid, la solitude, l'isolement. Je peux comprendre tout cela, mais de grâce, le Cameroun, c'est notre pays. Oui. Nous ne pouvons pas le passager. Et il s'agit de l'image. Moi qui vous parle ici, tous les matins, mes collègues me disent une anecdote du Cameroun. Il y en a marre, nous sommes fatigués. Le Cameroun doit être représenté par Eto-Fils, par Jérôme Mila. Des choses positives. Et c'est ce que nous demandons sur ce plateau solennellement. Et si on nous fait confiance, en votant ce bulletin, les choses vont changer. Moi, je dis que les choses vont changer. Il n'y a jamais de désespoir. C'est pour ça qu'il a dit grandeur et espérance. Grandeur, ça veut dire qu'au lieu d'aboyer devant une ambassade, devant les policiers, on se parle tranquillement et on pose les problèmes et ils seront écoutés. Merci, Madame Leman Fouda, pour votre plaidoyer. Alors, Monsieur Léonine Foum, le RDPC pose son postulat, les choses doivent changer, les choses doivent évoluer, il faut s'écouter, il faut se parler. Que propose l'UNDP? Non, mais contextualisons d'abord bien notre proposition. Oui. Où se situe le problème en réalité entre cette diaspora-là dite bruyante et le régime de Yaoundé? Le problème se situe à deux niveaux. C'est que le premier niveau, c'est que cette diaspora a dû s'exiler pour des raisons économiques parce que localement, elle ne trouvait pas d'opportunité. Ça, c'est la première raison. Maintenant, avec le temps, cette diaspora a espéré que le régime de Yaoundé lui accorderait la plurinationalité pour qu'elle puisse revenir au Cameroun. Sauf que de promesses en promesses, Yaoundé n'a jamais rien fait. Et au fil des temps, la diaspora s'est radicalisée et cette radicalisation les a poussés à penser que ce n'est qu'un changement de régime qui peut permettre à ce que leurs problèmes soient résolus. C'est-à-dire la capacité à pouvoir rentrer au Cameroun comme des citoyens camerounais. Et elle le croit effectivement. Donc les actes que vous voyez là, c'est des actes des personnes qui sont entrées en rébellion avec l'ordre gouvernant, l'ordre de Yaoundé. Donc si vous avez compris le problème de la sorte, c'est qu'il faut très rapidement trouver une solution à ce problème de double nationalité. Et il faut rapidement de plurinationalité. Et il faut rapidement le trouver parce que c'est une belle hypocrisie. Et ça, je le dis à l'endroit de l'ordre gouvernant. Les joueurs de football, les athlètes que l'on connaît et certaines autres personnalités bénéficient de cette double nationalité en vivant au Cameroun, cette plurinationalité. Oui. Si elles bénéficient et elles en usent, pourquoi la refuser à d'autres Camerounais? Donc vous voyez que pour un même problème, il y a qu'il est géré de manière agéométrique ou bien à géométrie variable.
Et pour un Camerounais, il ne peut vivre ça que comme une frustration, madame. Une injustice. Oui, une injustice. Et quand un pays génère de l'injustice pour ses concitoyens, c'est que ce pays est à réformer. Il y a quelque chose qui, naturellement, ne va pas. Donc, les dirigeants camerounais ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Et ils ne sont pas honnêtes envers cette diaspora. D'où cette crispation. Et moi, ce qui m'interpelle et qui me touche profondément, qui m'alerte, c'est que nous sommes pratiquement en train d'aller à l'affrontement. Je dis bien, nous quittons le domaine de la violence symbolique à la violence réelle. Dites-vous que beaucoup de Camerounais, d'ailleurs, ont soutenu les mouvements sécessionnistes. Oui. Et beaucoup de Camerounais, d'ailleurs, soutiennent les mouvements radicaux de la vie de notre société. Parfois même, c'est eux qui produisent ces lignes de radicalisme qui s'expriment dans le champ politique camerounais. Bon, quelqu'un parlait de la basse là tout à l'heure. Tout le monde sait que ces mouvements en arrière-plan sont, je veux dire, pensent les mots d'ordre et les pratiques politiques qui sont en cours ici. Est-ce que, je ne vais pas vous demander une réponse nette, mais est-ce que les politiciens ne sont pas aussi instigateurs justement de ces mouvements-là, puisque pour ceux qui sont attentifs justement au déploiement de cette nébuleuse appelée BASS, on l'a vu saccager l'ambassade, mais on l'a aussi vu prendre fait et cause pour un acteur politique qui est bien identifié. Est-ce qu'il n'y a pas comme justement une instrumentalisation de cette diaspora-là via des nébuleuses comme BASS pour justement atteindre un gain politique? Ce sera 2 minutes. Oui, c'est là où je voulais en venir. Oui. C'est là où je voulais en venir. À savoir que depuis la deuxième moitié des années, non, pratiquement la première moitié des années 2010, ces groupuscules radicaux interviennent fortement dans la politique camerounaise, déjà en la finançant, oui, mais aussi sur le plan de la construction des narratifs, a produit ces idées radicales-là. Et donc j'étais en train de vous dire que, pour ne parler que de la base, nous sommes en train de quitter de la violence symbolique à la violence réelle. Et ces mouvements-là assument cette violence réelle, cette violence que nous voyons dans le monde politique. Et donc vous allez voir que, quant au parti, eh bien, ils ont cherché un autre candidat qui pouvait porter ces idées-là. Donc c'est comme ça, en fait, quand tu élimines, puisque vous parliez de lui, ils ont cherché un autre candidat qui peut porter ces idées-là et porter leurs aspirations. Parce que je vous ai dit... Il y en a un autre sur le starting block de la présidentielle 2025. Ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Bon, j'espère que vous n'allez pas donc, donner un nom. Non, du tout. Oui. Du tout. Je ne cite personne. Et donc, j'étais en train de dire que nous sommes quittés du domaine de la violence symbolique à la violence réelle et une violence assumée. Donc, les gens font des levées de fonds. Ils trouvent une structuration en termes d'éléments de langage pour influer. Et je chute en vous disant que d'où vient le problème? C'est parce que cette diaspora, à force d'être trompée, cette diaspora qui s'est radicalisée, à force d'être trompée et bernée par le patron politique de ma vis-à-vis sur ce... Elle s'est finalement dit que ce n'est qu'un changement de régime qui peut, n'est-ce pas, résoudre son problème. Et elle est dans cet état d'esprit. Il faut changer de régime au Cameroun, de régime politique. Et c'est alors que nous trouverons des solutions, notamment à ce problème de plurinationalité. Merci Leonid Foum. Alors Jean-Moïse Mbok, on va faire œuvre de salut et d'utilité publique. On subodore, c'est le leader, en fait c'est le représentant de Blabouba Maligari sur le plateau qui dit qu'il y aurait des acteurs politiques sur les starting blocks au Cameroun à l'heure actuelle qui justement seraient en capacité d'instrumentaliser la diaspora et la nébuleuse basse. Rassurez-nous d'abord que vous et votre leader, vous n'êtes pas acteur de cette stratégie. Non, du tout. On ne vient pas en politique pour instrumentaliser les gens, sauf quand on est de mauvaise foi.
Mais quand on vient en politique, les gens qui nous tendent la main, je rappelle toujours que le FSNC, c'est le parti de la main tendue. Ceux qui nous tendent la main, nous les recevons, nous les écoutons, Oui. en espérant qu'on peut changer les paradigmes quand ils sont anti-républicains. Donc je pense donc que tout ce qui viendront vers nous, nous allons les accueillir. Maintenant, le fonctionnement, on va se parler de manière claire, parce qu'au moins chez nous, on n'a pas d'agenda caché. On poursuit avec l'œuvre de salut public pour ce qui est de cette campagne 2025. C'est notre devoir en tant que média sérieux. Nous avons vu un tract circuler à travers les réseaux sociaux qui annonçait justement un partenariat, une convention entre la formation politique qui est la vôtre et justement des groupes sécessionnistes dans le NOZO. À ce niveau aussi, est-ce qu'on peut en savoir plus, puisque le représentant de l'UNDP sur le plateau a démontré que justement cette dynamique sécessionniste est financée par une certaine diaspora à l'étranger qui espère, avec ce modus operandi, faire bouger ou alors créer une alternance par voie des armes au Cameroun. Est-ce que Issa Chiroma Bakary est justement en partenariat avec ces leaders sécessionnistes-là? La première chose que je vais dire, c'est que si jamais il y a eu une dynamique comme celle-là, il n'a pas marché. Donc, c'est un concept qu'il faut arrêter. Et puisque nous, FSNC, nous sommes dans une dynamique de dialogue national, nous faisons attention à ce que nous disons, parce que nous ne voulons pas radicaliser les gens. Les gens qui arrivent à se radicaliser ont leurs raisons parfois que nous ignorons. Mais quand vous allez écouter ceux qui sont de la diaspora, par exemple ceux qui sont exilés politiques ou exilés par d'autres conditions, ils en veulent vertement à la nation. Nous ne voulons pas rentrer dans ce volet. Maintenant, il faut rappeler que dans la dynamique de progression du FSNC et de son candidat Issa Chiroma Bakary, l'Union pour le changement, qui est un groupe constitué d'acteurs de la société civile, Oui. d'hommes de médias et naturellement d'hommes politiques, avait donc fait une sorte de casting pour voir dans les 11 quel était l'homme politique qui rencontrait les aspirations. Et bien nous a pris parce que c'est notre candidat qui a été retenu. Donc aujourd'hui, quand vous entendez FSNC, entendez aussi Union pour le changement, qui est une dynamique qui accompagne l'activité du FSNC. Maintenant, il fallait aller dans tout le Cameroun. Et il se trouve que le président Anissé Ekane, qui porte l'UPC, l'Union pour le changement, a, par son entre-gens, trouvé un moyen d'échange avec les acteurs du NOZO. Et il nous a donc proposé d'ouvrir une fenêtre pour qu'on puisse échanger, parce que nous avons expliqué dans notre manifeste de transition qu'on tenait à ce que le Cameroun soit réconcilié entièrement. Personne ne doit rester à l'extérieur. Maintenant, quand nous l'avons dit, c'était une sollicitation envers les pouvoirs publics. Justement, la question est, est-ce que de façon unilatérale, le FSNC peut entreprendre une démarche aussi sensible dans des questions stratégiques et même sécuritaires dans notre pays sans que véritablement il n'y ait pas association avec le pouvoir et les pouvoirs publics? Peut-être c'est cette démarche-là qui vaut à votre leader aujourd'hui, cette caricature qui voudrait qu'il soit aussi un porte-parole de ces groupes sécessionnistes-là. Stéphane, vous savez, en politique, on est capable de créer même ce qui n'existe pas. C'est aussi ça la politique. C'est la seule mathématique où 1 plus 1 ne font pas 2. Et nous savons que nous entrons dans un territoire où certains sont en guerre inutile, qu'il faut donc toujours trouver la petite bête à l'autre, toujours l'injurier, toujours l'invectiver. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Notre dynamique, c'est les problèmes des Camerounais, comment nous pouvons les résoudre. Je vous dis donc, et je vous prie de m'écouter dans ce que moi je dis, laissez les supputations. C'est pour ça qu'il y a un porte-parole. C'est pour ça qu'il y a des communicants. Au point où, quand vous parlez d'un parti, c'est le communicant qui fait foi. C'est le porte-parole qui fait foi, pas quelqu'un d'autre. Donc, à un moment donné, merci pour les réseaux sociaux, merci pour les analyses des uns et des autres. Et je vais me saluer le CNC qui a refusé qu'on ait des analyses parce que parfois c'était des analyses partisanes. Donc, dans le cas d'espèce, je dis bien, notre allié, l'Union pour le changement, a mené des actions. Ce n'était pas qu'aller ouvrir cette passerelle avec l'accès au NOZO. Ils ont fait beaucoup d'autres choses en termes de communication, en termes d'échange, en termes même de propagande du projet du président Issa Chiroma Bakary. Alors, vous l'avez dit sur ce plateau, certains autres partis politiques sont allés dans ces zones-là. Ils sont allés, pourquoi ça n'a pas fait de vague? Pourquoi quand c'est nous qui allons et que notre partenaire annonce à Mondo Vision que voilà ce que j'ai fait, ça pose un problème. Certains sont allés avec Charles Farid Girofard. Vous avez entendu le FSNC parler? Non, parce que chacun a ses relations, chacun a ses couloirs, chacun a sa façon de procéder. Et vous savez,
Nous sommes un des partis les plus responsables dans l'opposition camerounaise aujourd'hui parce que nous sommes entraînés, formés à ne pas essayer de dénigrer les autres. Nous savons respecter les efforts des uns et des autres. Et c'est à ça que nous appelons les Camerounais. Il faut à un moment donné refuser de rentrer dans la rigole, dans le commérage et dans l'inutilité. Le but principal était d'adresser un message aux acteurs pour leur dire, le moment arrive, au soir du 12, on va s'asseoir tous et on va se parler. Et la dame disait, même par force, on va se parler. Parce que sans le nord-ouest, on n'est pas le Cameroun. Sans le sud-ouest, on n'est pas le Cameroun. Et je veux donc sortir en disant que Stéphane, il y a un après 12. On n'a qu'à se respecter. On ne connaît pas la suite. Je n'ai aucun intérêt à manquer de respect à quiconque parce que Dieu peut décider de qui va gouverner à partir de demain. C'est pour ça que je fais attention à ne pas prendre cet impique comme personnel parce que c'est humain, ça peut arriver. Je fais attention à ne pas dire n'importe quoi, surtout quand c'est subjectif, sur un candidat, quand je n'ai pas de faits, quand je n'ai pas d'éléments. Je précise que nous n'avons aucun rapport direct avec les gens du Nozo et avec quiconque. Mais quand nous avons un allié qui nous dit, on t'ouvre une porte à Djoum, viens, on va aller. On a un allié qui dit, on t'ouvre une porte à Douala, viens, on ira. On a un allié qui nous dit qu'on a réuni les médias, vous avez un message pour les médias, on va aller. Merci. Si l'Union pour le changement l'a fait, nous lui disons simplement merci et que les Camerounais n'entendent rien d'autre. Notre but est d'amener tous les Camerounais à un dialogue réel, sincère et profond, qu'on se pardonne et qu'on évolue. Il ne faut pas qu'on essaye de faire de saupoudrage. Merci. Ce gouvernement a essayé pendant plusieurs années, n'a pas trouvé de solution. Je suggère qu'ils essaient un peu de voir ce que nous proposons et que finalement, on trouve des solutions à la clé. Qu'est-ce qu'on veut au fond? C'est que le Cameroun soit bien ou alors chercher un homme politique. Merci. On vous aura compris. Vous avez débordé de 12 secondes. On peut le concéder. Madame Leman. C'est les conclusions. Oui, on va vers les conclusions. Chacun d'entre vous aura 1 minute 30. Vous avez la possibilité peut-être de rappeler le slogan, peut-être de présenter le bulletin du candidat qui est le vôtre. En 1 minute 30, vous avez la parole. Non, mais en 1 minute 30, j'ai envie de dire, je viens d'écouter le communicant en face. Nous sommes là pour construire le Cameroun. Nous aimons tous le Cameroun, chacun à sa manière. Et sur un plateau comme celui-ci, nous devons d'être responsables. C'est vrai que la politique a ses réalités. On fait face aux trahisons, on rencontre des caméléons, mais avec opiniâtreté, avec détermination. En tout cas, le candidat qui est le mien, le président Paul Biya, un homme d'expérience, parce que l'élection présidentielle, c'est pas un jeu, c'est un enjeu, c'est pas un stage, c'est de l'expérience, c'est une posture, c'est des compétences, c'est aussi des valeurs de solidarité, des valeurs de pondérance, des valeurs de solidarité, comme je disais tout à l'heure. Et j'ai communément, souvent je dis que la diaspora, ce sont en parallèle, il a parlé de Dieu tout à l'heure, moi je parle de ce que la Bible nous a appris au travers des enfants prodiges. Quand des enfants partent de leur maison comme le Cameroun et qu'ils reviennent, ils ont leur place, ils ont envie de construire le Cameroun. Le président Paul Biya est assez pondérant. Il pardonne, quel que soit ce qu'on a fait au pied de son autel, il est prêt à écouter. Et au soir du 12 octobre, pour qu'on ait cette écoute, ce n'est que ce bulletin qu'il faut glisser dans l'urne. Je propose, pour terminer, à partir de ce qu'il a dit dans la profession de foi, un nouvel ordre public transnational pour la diaspora. On le définira, on y mettra en contenu, mais on a besoin aujourd'hui de réfléchir qu'en dehors du triangle national. Merci, Madame Leman Fouda, vous avez fait 1:45, c'est le même temps que je vous donne. Léonie de Mfoum, si vous voulez, rappel du slogan et mot de fin concernant la diaspora de l'UNDP que vous représentez sur le plateau. D'accord, je vais commencer par le mot de fin. Visiblement, les positions se sont radicalisées parce que la diaspora n'a pas trouvé écoute auprès du pouvoir de Yaoundé qui a passé l'essentiel de son temps à lui vendre des promesses qu'il n'a jamais tenues. Vraiment jamais. Et ce constat est froid, mais il est la triste réalité. C'est la raison pour laquelle Bello Bouba promet et fera au soir du 12
parce que c'est une urgence. Nous avons un devoir d'enchanter de nouveau le Cameroun, n'est-ce pas? Promet la plurinationalité à ces enfants du Cameroun et la possibilité de venir investir dans des directions spéciales qui seront mises en œuvre et des projets pour que l'État du Cameroun accompagne la diaspora dans le souci qu'il a de contribuer au développement de notre pays. Voilà. Donc, ce sont les promesses. Ce sont les promesses et allons à la réalité. Donc, et cette réalité-là, j'enjoins les Camerounais de la choisir au soir, le 12 octobre, pour qu'au soir de cette votation, Bello Bouba vienne avec son projet de développement du Cameroun et de rassérénement du lien social afin que les Camerounais puissent se sentir à l'aise et unis chez eux. Merci Lionel Nfoum, Jean-Moïse Mbok, le FSNC, le mot de la fin, 1 minute 45. Première chose que je dirais au nom du FSNC et du président Issa Chiroma Bakary, c'est que nous disons non à toute forme de radicalisation. Non. Nous pouvons mettre sur la table les griefs, les chocs, les peines, les crises, les déceptions, même le refus d'écoute. Je l'ai dit à plus d'une reprise, et mon compagnon l'a rappelé, les promesses non tenues. Toutes ces choses vont être posées sur la table et nous allons les traiter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous interpellons la diaspora en rappelant que dans le souci du dialogue, les prisonniers de l'opinion seront libérés et tous ceux qui sont interdits de revenir au Cameroun également, ils seront libérés. Le dialogue est essentiel, il est fondamental. L'appel que nous pouvons faire, parce que vous voyez bien qu'on commence à nous chercher des pouces sur la tête, vous qui nous écoutez, que ce soit la base, que ce soit tous ceux qui sont radicalisés ou du côté de la diaspora, vous trouverez en le FSNC une plateforme où vous n'avez plus besoin de casser, vous n'avez plus besoin de renverser, vous n'avez plus besoin de saccager quoi que ce soit. Vous avez simplement besoin de revenir comme des Camerounais et de vous dire qu'on n'a pas deux nations, on a une seule nation, il faut la construire, il faut la bâtir, il faut la développer. Nous allons nous rassurer que les frustrations, que les peines, que les malaises soient traités de fond en comble et que le Cameroun puisse bénéficier de tout ce que vous avez comme potentiel et comme capacité. Votez le bulletin jaune, Issa Chiroma Bakary, l'homme en blanc, l'homme de la paix, l'homme de la refondation, l'homme de l'unité, l'homme de la transition. Je vous remercie. Merci Jean-Moïse Mbok, merci à vous Madame Véronique Leman-Fouda. C'était un plaisir. Merci à vous Léonie Nfoum, je l'ai dit, merci à vous Jean-Moïse Mbok pour la voix portée. Quant à vous, mesdames, messieurs qui nous regardez de par le monde, qui avez abondamment réagi sur nos différentes plateformes, sur ce qui était dit sur ce plateau, nous vous en remercions. Nous sommes au cœur de la campagne Info TV et au cœur de la campagne justement pour que vous ne ratiez rien de ce qui est dit, ce qui est fait, des offres, des propositions des candidats, puisque nous leur donnons la parole sur nos différentes estrades pour qu'au soir du 12 octobre, vous votiez en votre âme et en votre conscience. Bien le bonsoir.